dernière table ronde pour laquelle nous aurons 3 intervenants. Donc j'appelle pour cette table ronde, Marido Eschliman, je crois que j'ai mal prononcé, vice-présidente chargée de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Île-de-France. Monsieur Frédéric Bardot, président fondateur de Simplon. Et enfin, monsieur Pierre Renucci, président de l'association Aura, ingénieur des mines et doctorant. Bien, merci. Nous allons nous concentrer sur des solutions, un aspect beaucoup plus concret de la question de l'emploi autour des compétences et de la formation. Et pour commencer, j'ai envie de me tourner vers vous et de vous peut-être qu'on dresse un bilan de la situation en Île-de-France sur les questions de formation et d'emploi en Île-de-France et dans l'industrie. Et pour envisager peut-être après les solutions qu'on peut mettre en œuvre pour rapprocher les gens des usines. Alors d'abord, merci de votre invitation et de me donner l'occasion de faire un petit état des lieux de la situation de l'emploi industriel en France et plus singulièrement en Île-de-France, et puis surtout de revenir sur les solutions qui ont été apportées par la région Île-de-France sous l'impulsion de Valérie Pécresse. Alors, ce n'est pas un mystère. La situation de l'emploi est compliquée, délicate, préoccupante, avec des difficultés qui ont été renforcées du fait de la crise sanitaire, bien sûr, et puis de la crise économique qui s'en est suivie actuellement, puisque vous me demandez un petit état des lieux, ce n'est pas mystérieux. Nous avons 6 millions de demandeurs d'emploi en France, si on prend les catégories A, B, C, bien sûr, c'est un taux de 8%. Mais nous revenons de loin, effectivement, puisque, si on se rappelle bien, en décembre 2020, en France, nous avons eu plus de 350 000 chômeurs en plus du fait de la crise sanitaire, et en Île-de-France singulièrement, eh bien, nous avons gagné 100 000 emplois en plus, 100 000 demandeurs d'emploi en plus. Donc, une situation difficile pour laquelle les décideurs, mais aussi les entreprises, les branches sont appelées à se positionner et à réfléchir ensemble pour trouver des solutions. La difficulté, c'est, alors même si récemment on a observé une tendance à l'amélioration de la situation qui ne demande qu'à se confirmer, puisqu'entre le premier et le deuxième trimestre 2021, il semblerait qu'on ait gagné, ou du moins qu'on ait perdu 16 000 demandeurs d'emploi, ça veut dire une amélioration légère. Eh bien, nous en sommes quand même avec une situation difficile, et notamment une situation difficile en ce qui concerne les moins de 25 ans, puisque nous avons atteint en Île-de-France près de 19% de demandeurs d'emploi âgés de moins de 25 ans, 15% au niveau national, et c'est une situation qui préoccupe particulièrement la présidente Valérie Pécresse. Par rapport à ça, alors les causes, on le sait, la crise sanitaire et son impact sur le plan économique, qui s'est traduite, on va dire, plutôt par un ralentissement de la création d'emplois, plutôt que par de la destruction nette d'emplois. Et alors, pour en venir à l'emploi industriel, puisque c'est le sujet aujourd'hui, nous avons observé en Île-de-France une perte de 11 000 emplois sur l'année écoulée. Et alors là, c'est vraiment le sujet, et la ministre en parlait récemment, eh bien, on doit composer avec le fait que pourtant 70 000 emplois sont non pourvus dans le secteur industriel, dans les entreprises industrielles aujourd'hui en France. Alors à cela, plusieurs raisons, bien sûr, un accès à la formation, et j'en dirai quelques mots tout à l'heure, peut-être aussi des difficultés liées à l'image de certains métiers, une nécessité peut-être d'améliorer sur certains secteurs les conditions de travail, mais aussi les rémunérations, puisque le facteur rémunération est important pour attirer, pour l'attractivité de certaines filières et certains métiers. Est-ce que vous souhaitez que j'avance sur les solutions qui ont été mises en place par la région Île-de-France? On va peut-être réserver ça pour un deuxième temps, si volontiers. Vous le voulez bien. Je vais me tourner vers vous.
qu'est-ce que Simplon, premièrement, et comment est-ce qu'à travers votre action, vous participez un peu à la réindustrialisation? Alors Simplon, c'est une station de métro sur la ligne 4 du... Non, je plaisante. C'est le nom d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui est née en Île-de-France et soutenue par la région Île-de-France, dont l'activité principale est la formation professionnelle aux métiers techniques du numérique. Donc c'est des métiers et des compétences qui sont très en tension, on le sait, et donc ça nous permet, au travers d'un réseau d'une centaine d'écoles un peu partout en France, mais principalement en Île-de-France, de former des demandeurs d'emploi pour qu'ils intègrent les entreprises qui sont très à la recherche de profils de développeurs, de gens qui manipulent de la data, des gens qui font de la cybersécurité, de l'IA, qui sont des métiers très en tension et qui, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas que des métiers qui sont positionnés au niveau ingénieur. Il y a autant de tensions sur les métiers du numérique au niveau ingénieur qu'il y en a au niveau technicien. Et nous-mêmes, on dit artisan, parce qu'on aime ce mot d'artisan. Donc on a besoin de techniciens et d'artisans du numérique. Il y a énormément de gens très talentueux qui sont à Pôle emploi, sur le carreau. Et donc nous, on fait le lien entre les besoins des entreprises et ces talents gâchés en proposant des formations gratuites dans le cadre des politiques régionales ou dans le cadre des stratégies des politiques publiques. Le deuxième volet où c'est intéressant dans le cadre de nos échanges, c'est que les compétences numériques doivent être développées aussi en interne au sein des collaborateurs et des collaboratrices dans les organisations, et notamment dans les secteurs et dans les entreprises qui vivent la transformation numérique que tout le monde vit. J'ai toujours coutume de dire que tout le monde est dans le numérique maintenant. Donc ce n'est pas qu'une histoire de l'industrie du numérique. L'industrie est dans le numérique, les médias, les collectivités, l'État, tout le monde est dans le numérique. Donc tout le monde a ces besoins-là. Et donc on agit aussi au niveau de la formation professionnelle, de la montée en compétences, voire de la reconversion des collaborateurs et des collaboratrices qui sont en poste. Et tout ça, on le fait, c'est un produit local, Simplon. Donc nos écoles sont implantées dans les territoires, donc dans les territoires d'industrie qui ont été cités par la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, qu'on a la chance d'avoir au capital de Simplon et qui nous aide beaucoup. Et aussi dans les grandes agglomérations, les quartiers politiques de la ville, et aussi en Outre-mer où on est très présent. Donc, partout où il y a un tissu industriel, des demandeurs d'emploi et des besoins en compétences sur le numérique, vous pouvez trouver une école Simplon qui va faire le lien entre ces différents ingrédients. Donc je crois que c'est ça à peu près Simplon. Et c'est elle aussi une PME ETI, on est à la frontière, on est 300 et on fait une vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en n'ayant rien à vendre puisque toutes nos formations sont gratuites. Et vous avez beaucoup de clients industriels? De plus en plus, les industriels du numérique, c'est les entreprises de services numériques, c'est les plus gros employeurs, on va dire, de gens qu'on forme. Derrière, il y a une autre industrie très numérisée qui est la banque et les services financiers, qui ont beaucoup besoin de main-d'œuvre. Et je crois que le secteur le plus représenté après chez les employeurs des gens qu'on forme, ce sera au sens large les secteurs dits industriels. Donc effectivement, de plus en plus, et je parlais de formation des collaborateurs, on a pu participer aussi à la sensibilisation et à la culturation des chefs d'entreprise industriels dans les territoires, dans le cadre de leur opérateur de compétences, qui s'appelait l'OPCAIM à l'époque, pour pouvoir les amener à prendre conscience qu'il fallait passer à l'acte sur la transformation numérique. Donc là aussi, on a agi plus spécialement pour des secteurs industriels, et dans le cas, comme je le disais, des territoires d'industrie qui sont soutenus par la Caisse des dépôts, où là, on a essayé de revitaliser et de réindustrialiser en y amenant, nous, la brique indispensable. On dit que l'industrie a besoin de main-d'œuvre. Moi, je le dirais que l'industrie a besoin de compétences, et notamment de compétences numériques. Merci. On parle beaucoup de fuite des cerveaux. C'est quelque chose qui revient de manière récurrente dans le débat public. Il en a été un petit peu question tout à l'heure. Mais est-ce qu'on sait expliquer pourquoi les talents, j'aime pas trop ce mot, mais on va dire les talents, puisque c'est à la mode, ne restent pas en France? Alors, moi, je peux vous répondre uniquement sur mon domaine de compétences. Donc, je viens de terminer mes études à l'école des mines. Donc, je peux vous parler de la fuite des ingénieurs, pas que de l'école des mines, des ingénieurs des grandes écoles à l'étranger. Donc, il y a plusieurs raisons pour expliquer cette fuite et ce manque d'attractivité de la France. Déjà, c'est une raison qui est assez connue, qui est les salaires, évidemment. Donc, il va y avoir des salaires beaucoup plus élevés dans d'autres pays, en particulier aux États-Unis. Il va y avoir des salaires qui sont parfois très élevés pour des stages.
alors qu'on va avoir des stages relativement peu payés en France, on va pouvoir avoir des stages à Boston qui vont être payés plus de 6 000 $ par mois parfois, donc ça donne quand même ça permet d'avoir créer une certaine attractivité dès les premières années d'études. Il y a évidemment ce point qui est très connu, mais surtout ce qui nous manque en France par rapport à d'autres pays comme les États-Unis, et ce qui les rend beaucoup plus attractifs, c'est le manque de grands projets concrets qui semblent être des technologies très futuristes. Je vous donne l'exemple de Tesla. Lorsqu'on va travailler chez Tesla, les salaires ne sont pas forcément beaucoup plus attractifs que ce que l'on peut trouver en France, mais on a cette impression de construire le futur, on va avoir cette impression de participer donc, à un projet immense, SpaceX encore beaucoup plus, puisqu'on parle de conquérir Mars, on parle de ce type de sujet qui donne une impression vraiment beaucoup plus, qui donne une impression d'ambition beaucoup plus forte de l'industrie américaine, de certaines d'autres industries étrangères, et qui vont avoir une attirance très forte auprès des jeunes. Il y a ce premier sujet, et puis également un manque de connaissances, un manque de communication dans les grandes écoles de la part des industriels. Finalement, aujourd'hui, lorsque l'on est étudiant à l'école des mines, on va entendre parler dans sa scolarité une quarantaine de fois de cabinets de conseil américains, mais on va entendre parler de nos plus belles industries que 4 ou 5 fois par an. Donc je pense qu'il y a un manque de communication dans les grandes écoles qui pourrait être beaucoup plus, qui permettrait d'avoir une attractivité, en tout cas une connaissance des opportunités bien plus fine et qui attirerait beaucoup. Je pense que ces deux points-là sont vraiment centraux. Après, évidemment, c'est un point qu'on a mentionné, que d'autres intervenants ont mentionné, qui est l'existence de nombreuses contraintes, que ce soit dans la recherche ou dans l'entrepreneuriat, qui donnent une envie de quitter le pays pour aller ailleurs et qui sont regrettables. Merci. Est-ce que je peux ajouter un petit point à ce sujet ? Alors, vous pouvez ajouter un petit point pour dire tout que le monde a le droit. je suis tout à fait d'accord avec l'analyse qui a été développée. Et je me disais aussi que peut-être se garder d'une vision trop manichéenne, parce qu'on sait combien l'expérience à l'étranger est importante dans les parcours, dans les cursus de formation, dans les formations prestigieuses, on va dire, et dans les études supérieures. Mais aussi, je pensais très simplement aux formations en apprentissage, par exemple, qui sont très importantes pour la région, où de plus en plus d'apprentis essaient d'avoir cette expérience à l'étranger. Et quand je disais qu'il faut se garder d'une vision manichéenne, l'idée c'est surtout de se dire comment nos cerveaux, quand ils ont une expérience à l'étranger, comment faire en sorte qu'ils veuillent revenir en France pour mettre au service du pays et du développement économique du pays leurs connaissances, leur expérience. Parce que l'expérience étrangère est aussi importante pour leur propre formation. Simplement, il faut qu'elle retourne ensuite au pays. Mais on est tout à fait d'accord. Une réaction Oui, vous faites bien de parler de l'apprentissage. C'est vrai que l'apprentissage est très développé dans les grandes écoles, mais il est aussi très développé dans le secteur de la formation professionnelle. Alors je ne sais pas si si les formations de niveau Bac+2 ou Bac+3 sont plus prédisposées au patriotisme que les formations plus supérieures ou plus prestigieuses, mais c'est vrai que l'absence de mobilité de certains publics peut être aussi un avantage pour l'industrie, qui peut capter, on va dire, un certain nombre de compétences locales, puisque la plupart des gens que nous on forme en fait veulent rester dans leur territoire d'implantation et veulent contribuer à l'emploi localement. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ne seraient pas très enclins à aller à l'étranger chercher des savoir-faire, mais je pense qu'ils seraient vraiment très contents de rentrer avec cette expérience-là pour l'exprimer dans les territoires. Donc dans le numérique, il n'y a que 4% d'apprentis. Donc vous imaginez le gap en fait de développement. Il n'y a que 4%, et ça a doublé l'année dernière. Donc on est passé de 2% à 4%, donc on peut s'en féliciter, mais quand même 4% d'apprentis, c'est quand même pas beaucoup, alors que ce sont des filières incroyables pour apprendre le métier au service des entreprises, avec un bénéfice pour les deux parties. Donc il faut pousser l'apprentissage dans le numérique, comme vous le faites au niveau de la région, et sur des publics qui sont peut-être moins mobiles, ou qui rêvent peut-être moins de Tesla que de rester dans leur territoire au service de leur pays.
Du coup, vous parliez des postes à pourvoir dans l'industrie. C'est vrai que tout le monde en parle actuellement, mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on est une collectivité pour remobiliser des gens vers l'industrie, former, accompagner, rendre attractif aussi ce secteur et les territoires dans lesquels sont souvent les usines? Alors, rendre attractif le secteur, je laisse ça quand même, et les métiers, je laisse ça aux branches notamment et aux entreprises. Nous, au niveau de la région, on agit sur le levier qui est l'accompagnement à la compétence, et cette compétence de la région qui est la formation, notamment des demandeurs d'emploi et des jeunes en insertion. Alors, dès son élection en 2015, ça a été un des chevaux de bataille de Valérie Pécresse qui s'est dit « on a trop d'emplois non pourvus en Île-de-France et qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et c'est le cas notamment dans les métiers industriels. Qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre davantage à ce besoin d'accompagnement des entreprises pour apporter de la compétence et aider ces entreprises à se développer? Alors, premier élément de réflexion, nous avons travaillé sur la notion de bassin d'emploi et articuler toutes nos politiques économiques et politiques de formation sur la définition de ces bassins d'emploi. Le deuxième élément d'intervention, ça a été de définir, d'identifier une série de métiers en tension, dont l'industrie et le numérique notamment font partie. Il y en a un peu moins de 10, 9 exactement. Et sur ces métiers en tension, nous avons réorienté une grande partie de notre programme de formation qualifiant de façon à acheter davantage de places de formation. Mais bien entendu, pour définir ce programme de formation, nous avons été à l'écoute des entreprises, des branches professionnelles, pour pouvoir définir un ensemble de formations qui correspondent à leurs attentes. Très concrètement, cela représente pour les métiers de l'industrie environ 1500 formations par an qui sont financées par la région. Et ce que nous devons dire, c'est que depuis 2020, nous avons doublé l'offre de formation sur ces métiers dits en tension ou métiers d'avenir pour pouvoir répondre à cette attente des secteurs économiques concernés. Alors, bien sûr, ce sont des formations qualifiantes, ce sont des formations professionnalisantes qui sont sélectionnées. Et bien entendu, c'est un investissement important pour la région, mais ça nous permet d'optimiser, de rendre plus efficace, d'activer cette dépense importante pour la formation, puisque ce sont des budgets importants, entre 600 et 650 millions par an. Et bien entendu, le secteur de l'industrie, les métiers de l'industrie en profitent au premier chef, puisqu'ils ont été identifiés comme secteur en tension. Alors nous avons d'autres axes d'intervention, bien sûr, à travers le soutien à l'apprentissage. Alors vous le savez, la région n'a plus la compétence pour le soutien au fonctionnement en ce qui concerne l'apprentissage, mais nous soutenons l'investissement, bien entendu, et puis nous soutenons aussi un certain nombre de CFA ou d'organismes de formation en apprentissage dans les secteurs de l'industrie, notamment les métiers de l'aéronautique ou les métiers de l'automobile, où la région est très présente auprès des opérateurs pour pouvoir développer ces formations en apprentissage et orienter un maximum de jeunes en insertion vers ces formations. Et puis il y a un troisième axe qui est la création et le soutien en lien avec l'éducation nationale de campus des métiers et des qualifications qui nous permettent, bien sûr, sur des secteurs, des filières d'excellence, de développer des synergies pour pouvoir rendre plus attractives certaines filières de formation. Et donc, bien sûr, la région est en première ligne pour soutenir ces campus de métiers et de qualification. Actuellement, nous en comptons 3 sur les 16 qui existent, et notamment principalement sur les secteurs de l'automobile et des métiers de l'aéronautique. Voilà. Je pense que la formation, bien entendu, qui est la compétence de la région, est un levier important pour apporter des réponses aux entreprises, et notamment aux entreprises du secteur industriel.
Mais évidemment, il est important aussi de travailler sur l'attractivité des métiers. Et en cela, il est très, à mon avis, intéressant d'approfondir les liens, notamment avec les branches professionnelles, pour pouvoir communiquer davantage sur les perspectives de débouchés qu'offre chaque filière, chaque métier, et de les faire mieux connaître au niveau des jeunes. De ce point de vue-là, le fait que maintenant la région soit aussi compétente sur le secteur de la politique de l'orientation devra nous permettre d'approfondir les liens avec les établissements d'enseignement secondaire notamment, pour mieux faire connaître les métiers et les filières qui recrutent et qui offrent des débouchés donc à la fois aux jeunes en insertion, et puis, et c'est le premier aspect que je développais tout à l'heure, aux demandeurs d'emploi qui sont soit en reconversion, bien sûr, ou aux demandeurs d'emploi qui cherchent tout simplement à se réinsérer sur le marché du travail. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers vous, Pierre. Vous parliez de la fuite des cerveaux, mais est-ce qu'on a des solutions pour les retenir? Je pense que le terme a été employé tout à l'heure. L'idée, c'est le patriotisme. Il faut vraiment permettre, il faut reconstruire dans les grandes écoles l'idée que lorsque l'on est dans les grandes écoles, on doit, on a une certaine manière, il faut reconstruire ce patriotisme des élites industrielles. Aujourd'hui, on est ingénieur. Est-ce que notre vocation en tant qu'ingénieur des mines, ça va être d'apporter des nouvelles technologies dans la Silicon Valley, ou est-ce que ça va être de reconstruire l'industrie de notre pays? Personnellement, je pense que pour moi, l'idée est assez, la réponse est assez immédiate, mais ce qui est important de faire, c'est de construire des initiatives dans les grandes écoles pour pouvoir diffuser cette idée, pour pouvoir la populariser, pour pouvoir permettre, d'une certaine manière, remplir le champ informationnel qui est présent dans ces écoles, qu'il y a un devoir en tant qu'élève des grandes écoles de participer à la reconstruction industrielle de ce pays. Je pense que tant qu'on ne sera pas dans cet état d'esprit de rentrer dans cette logique de patriotisme économique, et en tout cas d'en cherchant à créer les conditions, on continuera à observer cette fuite des cerveaux, puisque d'autres pays seront toujours plus attractifs que nous, pour des raisons de moyens. Les États-Unis seront toujours plus attractifs. Des projets très ambitieux, on pourrait en trouver aussi en France, on pourrait aussi en construire en France, et ça participerait à ce patriotisme. Si aujourd'hui on nous parlait je sais pas, par exemple, de construire toute une filière hydrogène autour, par exemple, des aciers, de créer des aciers verts dans une filière hydrogène, à mon avis, beaucoup d'ingénieurs seraient très partants, parce qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de très fort, il y a quelque chose de très ambitieux, il y a quelque chose de français, et là on pourrait commencer étape après étape de construire ce patriotisme économique. Après, à mon échelle, j'ai participé avec une trentaine d'étudiants à la construction d'une association qui s'appelait l'association Aura, qui avait justement pour objectif de parler dans les grandes écoles des opportunités industrielles et finalement de la stratégie que la France devrait avoir en la matière. Je pense que vraiment le mot-clé pour endiguer la fuite des cerveaux, c'est le patriotisme, et c'est comment reconstruire ce patriotisme économique dans les grandes écoles. Et pourtant, et je vais encore faire l'avocat du diable, on pourrait aussi très bien dire que dans beaucoup de grandes entreprises, on a déjà des gens issus des grandes écoles et qui n'ont pas forcément pu freiner le phénomène de désindustrialisation. Oui, je pense que ce patriotisme économique aujourd'hui est relativement faible. Aujourd'hui, on va penser à comment gérer sa carrière de manière rationnelle et efficace. On ne va pas être dans une logique, très peu de personnes aujourd'hui qui m'ont dit j'ai envie de participer à l'avenir de la France. J'ai envie de participer à la construction d'un avenir industriel en France. Tout du moins, ce n'est pas une idée qui est commune en tout cas. Et je pense qu'il faut raviver cet état d'esprit. Merci. Frédéric, je me tourne vers vous. Comment on peut aller plus vite, plus loin? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que, je vais être un peu taquine, mais qu'on n'ait plus besoin d'entreprises comme Simplon parce que tout fonctionne bien?
Je crois qu'on rentre dans une période électorale un petit peu particulière et je pense et on espère avec la société d'encouragement que l'industrie sera au cœur des thèmes de campagne. Vu le nombre de personnes qui viennent des exécutifs régionaux dans cette course, on pourrait être sûr que ça va être le cas. Et effectivement, c'est ce que disait monsieur, s'il n'y a pas de projet politique aussi de réindustrialisation, s'il n'y a pas des projets technologiques, pour le coup, cette fuite-là, et puis des entreprises comme Simplon, il y aura une inadéquation entre l'offre et la demande de compétences, et ce serait dommage. Donc, si redessiner un avenir industriel à la France, un avenir industriel technologique, environnemental, qui relocalise des emplois, c'est pas un beau projet, je pense que les candidats et candidates à l'élection présidentielle vont se tromper de thème de campagne. Peut-être que c'est pas sur l'immigration qu'il faut la faire, cette présidentielle, mais plutôt sur l'industrie. Et ce serait vraiment super parce que ça nous permettrait de pousser sur ces thématiques-là tout ce qu'on vient de se dire là et de remettre tout le monde dans le même chemin. Je suis un peu taquin moi aussi, c'est toi qui as commencé. Et on parle aussi beaucoup de digitalisation et c'est vrai que Simplon se positionne parfaitement sur ce secteur et contribue d'abord à apporter de la réflexion sur comment on va accompagner et imaginer l'industrie du futur. Parce que ça aussi, c'est important. Il faut continuer à accompagner l'industrie et les entreprises telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, mais il faut anticiper. Et c'est vrai qu'on a l'occasion très régulièrement de travailler avec Simplon, mais avec d'autres. Et l'idée, c'est de se dire comment on peut avoir cette longueur d'avance pour que dans les programmes de formation, que ce soit en région Île-de-France ou d'autres régions, on anticipe en s'articulant bien sur les besoins des entreprises, des chefs d'entreprise, sur l'évolution des métiers, donc toujours regarder plus loin pour que bien sûr l'offre de formation soit adaptée. Alors vous savez qu'il y a des rigidités puisque nous sommes soumis bien sûr à des règles administratives, nous sommes soumis à la commande publique, donc il y a toujours des rigidités internes. Et donc, bien sûr, ce sont des éléments à prendre en compte pour que la définition de notre offre appareil de formation soit efficace et arrive au moment donné à satisfaire les attentes des chefs d'entreprise. Et pour cela, il n'y a rien de mieux que l'échange permanent et le type de manifestation comme celle que vous organisez aujourd'hui permet effectivement d'améliorer les échanges entre les différents partenaires, les acteurs qui soient publics, privés, et de montrer aussi qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a l'enseignement supérieur, il y a aussi l'apprentissage, et on sait combien c'est une voie de formation et d'insertion, et c'est aussi une voie de formation qui permet de répondre aux attentes des métiers industriels, avec une grande variété de filières, de métiers, de formations, qui sont celles que vos différentes entreprises attendent. Et à ce niveau, c'est vrai que la région s'attache à rester très connectée avec les besoins exprimés par les chefs d'entreprise. Merci beaucoup. Une réaction ? Oui, non, je pensais aux solutions toujours et à votre question. Je me disais, est-ce que vous avez parlé de silos, parce qu'en fait, on est souvent dans des cases, et quand on fait le numérique, on fait l'industrie, et souvent c'est à la confluence des deux qu'il peut se passer des choses. Donc je me prêtais à dire, si on décloisonnait la stratégie de gestion des emplois et des compétences industrielles en disant formons, je ne sais pas, des professionnels du numérique de niveau Bac+2 et des ingénieurs généralistes aux attentes de l'industrie, par exemple, ou de l'industrie 4.0, est-ce que ça aurait du sens ça, de mixer on va dire, des filières plus métiers avec des secteurs aussi. Je sais que ça se fait dans le cadre de politiques de compétitivité et dans le cadre mais comme vous avez pu le faire sur l'IA en l'appliquant à la santé ou à d'autres choses, c'est vrai que je me dis former des développeurs généralistes ou former des développeurs pour l'industrie, peut-être que ça nous ferait changer nos contenus de formation. Mais il faut absolument que vous avez raison, que ça corresponde à une vraie demande. Et ça, c'est vrai que j'en sais moins long que vous sur les besoins en compétences techniques et technologiques de l'industrie, mais ce serait un complet hasard que ce soit le seul secteur qui ne soit pas à la recherche de profils numériques. Mais c'est peut-être pas facile quand on est une région de se dire, oui, on va mettre le paquet sur tel secteur et pas sur tel autre, et dire,
les compétences numériques, on va les flécher vers les besoins de l'industrie parce qu'il faut réindustrialiser. Comme on se prête à rêver sur les solutions, je me dis faisons sauter les lignes Maginot. Et la coopération avec l'enseignement supérieur, je ne voulais pas qu'on oppose les apprentis et la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. Une des plus belles expériences qu'on ait fait, c'était de monter une école Simplon dans l'école centrale de Marseille, par exemple, de collaborer avec une grande école. Et c'est vraiment super dans les deux cas. Les centraliens étaient très contents de mentorer des demandeurs d'emploi formés par la région et vice-versa. Donc il faut décloisonner et faire converger les luttes. Tout à fait, c'est vrai que ce décloisonnement, finalement aujourd'hui quand on a fait une école d'ingénieur comme la mienne, on a eu très peu de contacts avec d'autres types de métiers industriels qui pourraient participer à construire une culture et construire des pôles de compétences qui soient, ce serait effectivement très pertinent. Et ça participerait à cette constitution d'un nouvel état d'esprit et d'une nouvelle dynamique de patriotisme économique et industriel. Un dernier mot pour Juste, conclure. Oui, bien sûr. Alors évidemment, pour rappeler la mobilisation totale de la région Île-de-France pour accompagner bien sûr les entreprises du tissu industriel pour accompagner leurs salariés et leur apporter toutes les compétences nécessaires. Parce que bien sûr, on sait très bien que l'emploi, le capital humain, la compétence est à la base de tout. C'est aussi le résultat du développement et de la croissance industrielle, mais c'est ce qui permet aussi d'assurer, de garantir le développement et la croissance d'une entreprise. Alors c'est vrai que pour ça, ça nécessite bien sûr un diagnostic et la définition d'un programme qui soit bien corrélé aux besoins, aux attentes du terrain. C'est ce qu'on essaie de faire. Et bien sûr, de rester en permanence en dialogue avec le tissu industriel, avec les entreprises, pour que la définition de notre offre de formation soit judicieuse et pertinente. Merci beaucoup pour ces derniers mots.